Bonjour les amis, bonjour à tout le monde. Très content d'être à nouveau avec vous aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel opus donc de l'hebdo. Nous sommes à la semaine 23. Nous avons évidemment beaucoup de choses à traiter comme chaque semaine. Mais avant d'en parler, petit récap sur l'actualité de l'association. Donc ce samedi 9 juin avait lieu la seconde édition de Veganante. Donc CN Newman était évidemment présent pour rencontrer de nombreuses autres assos et petites infrastructures qui mettent en avant la nourriture alternative, la nourriture végane. On en a évidemment profité pour informer la Ligue contre le cancer, qui faisait un événement tout proche. En effet, ils faisaient une fête, ils fêtaient leurs 100 ans, en fait, à coups de percussions et de musique et de danse endiablée. Mais au vu des différents ballons gonflables présents, on se devait d'aller les informer sur ce choix qui est évidemment critique pour les animaux marins, malgré les efforts réalisés par les membres présents pour tout ramasser et pour éviter la pollution. Donc nous avons en effet, comme vous le savez peut-être, fait une vidéo explicative hein, sur le fléau qu'est le plastique dans les océans. Je vous invite à aller la découvrir ou la redécouvrir via le site internet ou via notre chaîne YouTube. Cela dit, on tient à remercier évidemment les organisateurs donc de Veganante pour cette belle initiative de rassemblement d'associations et de personnes passionnées par les animaux. Nous allons traiter de trois sujets principaux aujourd'hui et comme d'habitude, nous terminerons par les brèves. Alors, le premier sujet que nous allons aborder, c'est la contamination plastique qui atteint l'Antarctique, donc le dernier désert de la Terre. Selon une nouvelle étude, du plastique et des traces de produits chimiques dangereux ont été découverts en Antarctique. C'est l'une des dernières grandes régions sauvages du monde. Les chercheurs ont passé 3 mois à prélever des échantillons d'eau et de neige dans des régions éloignées du continent plus tôt cette année. Ceux-ci ont maintenant été analysés et les chercheurs ont confirmé malheureusement que la majorité de ces échantillons contenaient des produits chimiques dangereux persistants ou des microplastiques. Les résultats viennent au milieu des préoccupations croissantes sur l'ampleur de la crise de la pollution plastique que les scientifiques ont averti des risques de contamination permanente de la planète. Plus tôt cette semaine d'ailleurs, l'ONU avait averti que c'était l'une des plus grandes menaces environnementales du monde et a déclaré que bien que 60 pays prenaient des mesures urgentes, il y avait encore malheureusement beaucoup à faire. Le plastique donc qui reste au cœur des préoccupations quotidiennes. L'Antarctique qui sera également au cœur de la prochaine information. Voilà. Concernant le plus grand iceberg de l'Antarctique qui s'apprête à mourir près de l'équateur. Les scientifiques de la NASA donc, ont rapporté qu'après avoir dérivé pendant près de 20 ans, le plus grand iceberg de l'Antarctique, qui a été nommé le Ross Ice Shelf, est sur le point de disparaître pour toujours, flottant aujourd'hui au nord-ouest des îles de la Géorgie du Sud, donc près de la pointe de l'Amérique du Sud. L'iceberg a parcouru plus de 10 000 km de la banquise donc, et se rapproche maintenant dangereusement de l'équateur. Les images satellites prises le 22 mai à partir de la Station spatiale internationale confirment que les restes de l'iceberg suivent un cours accéléré avec des eaux tropicales chaudes où les eaux de fonte vont bientôt traverser littéralement l'iceberg. Ça c'est le glaciologue de la NASA, c'est Kelly Brunt qui l'a déclaré récemment. Les courants marins ont balayé les 3/4 de l'iceberg autour de l'Antarctique, puis il s'est soudainement déplacé vers le nord, dans le sud donc de l'océan Atlantique au cours des 2 dernières années. Le radeau de glace s'est graduellement fragmenté en plusieurs morceaux plus petits, dont la plupart ont déjà fondu. Aujourd'hui, il ne reste que 4 morceaux avec une surface suffisamment grande pour être suivis par le Centre national de la glace. Donc c'est 20 000 nautiques carrés pour minimum, en tout cas pour pouvoir être suivi. Le morceau observé donc par l'ISS le mois dernier a toujours une surface d'environ 50 000 nautiques carrés. Il s'approche malheureusement donc de la fin de son voyage. Il flotte toujours plus près de l'équateur. Selon la NASA, on sait que les icebergs fondent rapidement une fois qu'ils dérivent dans cette région. Une grande fracture est déjà visible d'ailleurs au centre du dernier grand morceau.
de plus petites fractures euh, d'ailleurs ont été également vues. D'ailleurs, il y a énormément de petits morceaux de cet iceberg qui s'écroulent sur ses bords d'ailleurs. Une nouvelle preuve d'ailleurs de l'impact du réchauffement climatique qui fera, et on en est certain maintenant, encore grincer les dents des climato-sceptiques, s'il y en a encore. Malheureusement, je crois qu'il y en a encore. Une dernière news qui est un peu plus technique et qui peut surprendre, c'est une petite crevette qui pourrait influencer les changements climatiques mondiaux. Donc quand on pense au réchauffement climatique et au changement climatique, la plupart d'entre nous ignorent les impacts des animaux sur l'environnement. Le climat affecte les animaux, mais est-ce que l'inverse est vrai également? Donc est-ce que les animaux peuvent affecter le climat? Eh bien, l'équipe qui a été dirigée par le docteur John Dabiri est bien connue pour son travail sur les flux bio-inspirés. Alors, une partie de ce qu'ils étudient est l'influence des organismes vivants sur l'écoulement des fluides, et donc de l'eau ici, en particulier de l'eau dans les océans. Le travail récent de cette équipe porte sur ce que l'on appelle le mouvement global des nageurs, et il a été publié dans la revue Nature cette année. Les chercheurs voulaient savoir ce qu'il se passe lorsque des milliers ou plutôt des millions de petites créatures nagent dans une seule et même direction. Est-ce que les sièges qu'ils créent pourraient s'ajouter à un mouvement à plus grande échelle et du coup, est-ce que ces mouvements peuvent affecter les eaux océaniques qu'ils traversent? Un petit peu comme l'effet papillon, hein, un papillon qui bat des ailes aux États-Unis, peut-il créer une tempête de l'autre côté du monde? Eh bien, l'équipe a fabriqué donc de grands réservoirs et les a remplis d'eau et d'Artemis salina. Donc, l'Artemis salina, c'est une minuscule crevette, en fait, c'est une espèce de zooplancton. Ils ont utilisé des lumières LED, donc ils ont réussi, grâce aux lumières, à attirer ces petites crevettes, ces petites Artémis. Ils ont réussi à les faire monter et à les faire descendre dans le réservoir. Donc, en fait, ils reproduisent simplement les migrations quotidiennes verticales, donc ce qu'il se passe dans les océans du monde. Le mouvement vertical dans les océans, évidemment, il est de plusieurs centaines de mètres. Dans l'expérience, les crevettes ont nagé donc vers le haut et vers le bas, mais dans des réservoirs de quelques mètres seulement. Avant que les crevettes ne commencent leur mouvement, les chercheurs ont mesuré donc, la stratification de l'eau, c'est-à-dire que l'eau moins dense a tendance à s'élever vers le haut, tandis que l'eau plus dense coule vers le fond. Dans les océans, ainsi que dans les expériences, la densité de l'eau est dictée par la salinité et la température de l'eau. La salinité, donc le taux de sel dans l'eau. Les auteurs de l'expérience ont découvert quelque chose d'incroyable. Après avoir piégé les crevettes pour nager vers le haut et vers le bas dans le réservoir, eh bien, cette stratification de l'eau a beaucoup changé. Les crevettes ont apporté de l'eau plus lourde vers le haut et de l'eau plus légère vers le bas. Alors qu'une ou même quelques centaines de crevettes peuvent évidemment ne pas changer la structure de l'eau, des milliers, des millions, voire des milliards de crevettes peuvent se déplacer ensemble. Nous avons mis d'ailleurs un lien vers une vidéo qui montre les mouvements d'eau et le déplacement de ces crevettes. Ce que les chercheurs ont également découvert, c'est que les crevettes, parce qu'elles sont assez denses, trouvent qu'il est plus difficile de nager vers le haut que vers le bas. Donc elles sont assez lourdes. Par conséquent, ils doivent créer un puissant jet de propulsion quand ils nagent vers le haut, et pratiquement aucun jet de propulsion lorsqu'ils se déplacent vers le bas, elles se laissent littéralement couler. Étant donné que ces petits jets de propulsion sont additifs, donc on ajoute chaque petit jet à chaque crevette, donc fois des millions ou des milliards de crevettes, eh bien, ces crevettes causent beaucoup plus de mélange à mesure qu'elles montent dans les eaux océaniques par rapport à leur descente. Donc à la fin de la journée, le mouvement d'agrégat a effet et les mélanges turbulents ont augmenté la capacité de mélange normale de l'eau d'un millier de fois. Donc grosso modo, après le déplacement des crevettes, eh bien, l'eau a été mélangée un millier de fois plus que sans déplacement des crevettes. Ce qui serait évidemment vraiment intéressant de savoir, c'est comment ce mélange vertical peut-il affecter le réchauffement de la planète. Est-ce qu'en remuant les eaux océaniques, les crevettes aident à amener de l'eau fraîche à la surface et à transporter les eaux plus chaudes sous les surfaces? Et si cela se produit, quelle est l'ampleur de l'impact à l'échelle mondiale? Donc les chercheurs continuent d'enquêter à ce niveau-là. Nous vous tiendrons informés des résultats éventuels. Voilà, nous allons passer aux brèves
Maintenant, donc un petit tour très rapide de l'actualité des océans sur la semaine écoulée. Mardi, la journée mondiale de l'environnement a été célébrée par des millions de personnes dans plus d'une centaine de pays. Lors de cette journée, chacun peut agir à son échelle pour l'environnement et participer ainsi à un mouvement ayant un impact durable pour la planète. Selon une nouvelle étude, le nombre de grandes espèces de poissons dans les eaux australiennes a diminué de 30% au cours de la dernière décennie, principalement en raison de la pêche excessive. Donc ce mercredi, les experts en écologie marine réclament des changements dans la gestion des pêcheries après la publication donc, de cette étude. Dans le même temps, un déclin corallien sans précédent a fait son apparition dans la Grande Barrière de Corail, donc au large de l'Australie. Cette baisse abrupte de la couverture corallienne à travers la fameuse Grande Barrière de Corail est un phénomène qui n'a jamais été observé dans l'histoire, selon un nouveau rapport de l'Institut australien des sciences de la mer, donc une bien triste nouvelle, encore une fois. Le même jour, le Natural Resources Defense Council et l'Association de conservation des parcs nationaux américains évoquent dans un rapport combien la biodiversité est menacée à cause de la volonté de surpuissance pétrolière de l'administration Trump. Et oui, Fiat Newman est maintenant engagé. Au total, 68 parcs nationaux sont menacés aux États-Unis. Le rapport établit la nécessité de rejeter la proposition de l'administration Trump pour préserver la biodiversité et les différents écosystèmes dans ces parcs, mais aussi pour éviter l'impact que cela pourrait avoir sur le climat. On se souvient très bien de la catastrophe pétrolière au large de la Louisiane d'il y a quelques années. Ce jeudi, une incroyable vidéo a mis en scène un mégapode d'environ 1500 dauphins qui suivait de très près une baleine à bosse et son baleineau au large de la côte californienne. Le mégapode a encerclé les deux baleines, montrant des signes de jeu et d'amusement. Le but de ce mégapode et de ces jeux était d'encourager le baleineau à nager plus rapidement et de jouer avec les dauphins. Jeudi toujours, un lieu tenu secret au sud-ouest de la côte de la Nouvelle-Écosse est l'un des deux sites toujours en lice pour y établir un sanctuaire de baleines et de dauphins qui permettrait à ces animaux d'échapper aux différents parcs aquatiques. Le Whale Sanctuary Project aux États-Unis a lancé l'initiative il y a 2 ans et cherche un site idéal en Amérique du Nord. Espérons que les cétacés captifs pourront y vivre paisiblement avant de retourner dans leur milieu naturel. Le même jour, une nouvelle news concernant les méduses en Méditerranée. Il ne s'agit plus de savoir si les méduses seront là ou pas cet été, mais où et quand elles débarqueront. Faute d'agir à la source, c'est-à-dire contre la surpêche et contre la pollution, certaines municipalités installent des filets de protection dans l'eau. Soyez donc très vigilants et renseignez-vous régulièrement avant de vous mettre à l'eau sur les différents sites internet des municipalités, entre autres. Jeudi, toujours, nous étions informés d'une pratique encore peu connue, bien que loin d'être marginale. Les dauphins, les cachalots, les loutres, les otaries, les marsouins, les lamantins, tous ces animaux-là, malheureusement, sont tués pour être utilisés comme appât de pêche. Ces animaux sont attrapés par des méthodes souvent artisanales, à l'aide de harpons, de machettes, de couteaux, d'explosifs, de filets ou même de crochets. Utilisés comme appât, leur chair est le plus souvent mise à profit pour pêcher le requin, mais aussi les grands poissons-chats, certains crustacés, des mérous ou encore des espadons, thons, etc. Les usages sont malheureusement multiples. C'est une autre dérive de la pêche actuelle pour pêcher toujours plus gros, toujours plus profond. Vendredi, le lendemain, vendredi était la journée mondiale des océans. On parle beaucoup des dégâts causés sur la terre ferme ou encore dans les nappes phréatiques, mais on n'est jamais assez au courant de ce que les océans nous apportent et de ce fait des conséquences de nos actes. Petit rappel en vitesse, les océans fournissent 70% de l'oxygène que nous utilisons pour vivre et absorbent jusqu'à 2,2 milliards de tonnes de CO2 par an. Vous l'aurez compris, il n'y a pas que les arbres qui régulent notre atmosphère, les océans y contribuent en grande majorité. Nous pouvons tous agir pour protéger les océans et ainsi éviter une catastrophe qui aurait des conséquences désastreuses pour la planète entière. Samedi, on nous rapportait que 11 dauphins à flanc blanc de l'Atlantique se seraient échoués dans les eaux peu profondes près de Valvik, aux îles Féroé. Alors que presque partout ailleurs sur Terre, les habitants et les autorités mettraient tout en œuvre pour sauver les dauphins échoués et pour les relâcher au large, eh bien les Féringiens, eux, en profitent pour les tuer.
Voilà, vous savez malheureusement ce qui se passe au Féroé, et si vous ne le savez pas, je vous invite à en apprendre plus sur les différentes vidéos que nous avons pu réaliser, que vous retrouverez encore une fois sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Quelques heures plus tard, nous apprenions que le plus grand navire-usine du monde, le plus grand navire-usine poisson, pardon, au monde, avait été saisi au Pérou après que son équipage ait été accusé d'agir illégalement. Le Daman Zayo a donc été arrêté, c'est le nom de ce navire-usine. Il a été dépouillé et privé de son pavillon. Il a été également empêché de quitter les eaux du pays, donc au Pérou. Tout ceci grâce à l'intervention du navire John Paul de Joria, un navire anti-braconnier de la flotte de l'association Sea Shepherd. Samedi, toujours, le skipper suisse Yvan Bourgnon a présenté la maquette de son futur projet, le Manta. C'est un navire autonome en énergie qui sera utilisé pour nettoyer le plastique des océans. N'hésitez pas à soutenir et à suivre de telles actions en suivant, par exemple, l'épopée du Manta via l'association de Sea Cleaners que vous retrouverez sur Internet. Enfin, aujourd'hui même, dimanche, nous vous en avions fait part lors du dernier hebdo, mais l'Islande repart chasser la baleine. L'unique entreprise islandaise de chasse au rorqual commun, la Valur HF, avait suspendu son activité depuis 2016, car confrontée à des difficultés commerciales avec le Japon qui est donc son principal débouché à l'exportation. Mais elle repart aujourd'hui même en chasse après avoir trouvé un accord avec le gouvernement nippon. Les quotas auto-octroyés l'autorisent à capturer 191 rorquals communs cette année. Une bien triste nouvelle du coup pour les baleines. Voilà, on a fait le tour de nos brèves. Je vais conclure cet hebdo comme d'habitude. Si vous voulez réagir à ces infos, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo ou contactez-nous via notre site internet ou via les différents réseaux sociaux. N'oubliez pas non plus de nous aider en likant et en partageant cette vidéo. Vous aiderez aussi du coup les océans en informant un maximum de monde. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci aussi à toutes les personnes qui nous écoutent à la radio. Je terminerai par souhaiter une très bonne fête des pères à tous les papas belges et particulièrement au mien du coup. Donc bonne fête papa, je pense fort à toi. Et puis prenez soin de vous et des océans et à la semaine prochaine. Récif allemand vôtre.